Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un virus contre lequel on ne sait pas encore lutter. Un virus qui est à l'origine d'une véritable épidémie aux conséquences économiques catastrophiques. Donc, vu le vocabulaire que je vous ai donné, vous avez déjà compris que je comptais à un moment ou à un autre vous parler d'huile d'olive. Y aurait-il donc un lien entre l'huile d'olive et l'épidémie de Covid-19 ? L'huile d'olive récèlerait-elle des vertus miraculeuses permettant de lutter contre ce désastre sanitaire ? Je suis personnellement une amatrice de ce très beau liquide aux 1000 nuances de jaune et je pourrais donc probablement parler longuement de ses mérites. Mais non, l'huile d'olive ne peut pas nous protéger du coronavirus. Ce n'est donc pas de cette épidémie-là que je vais vous parler aujourd'hui. En effet, une autre épidémie, beaucoup moins médiatisée, touche les oliviers européens depuis 2013. Enfin, plus précisément, les oliviers italiens du sud des Pouilles. Des populations entières d'oliviers sont décimées, ce qui change d'ailleurs progressivement le paysage de la première région de production d'olives en Italie. Et surtout, ce qui porte un coup très dur à tout un secteur de l'économie locale. Alors que se passe-t-il précisément ? Une bactérie, la Xylella fastidiosa, s'attaque aux arbres, parfois multicentenaires de la région. Cette bactérie était présente jusqu'alors sur le continent américain, où elle s'attaquait principalement aux agrumes, vignes et caféiers. Elle serait arrivée sur les côtes italiennes grâce au commerce international, et elle semble plutôt bien se plaire dans son nouveau terrain de jeu. Je ne sais pas trop si vous visualisez à quoi ressemble un olivier vieux de 1000 ou 2000 ans. C'est un arbre au tronc massif, majestueux, que rien ne semble pouvoir abattre. Et pourtant, comment est-ce que cette bactérie parvient-elle donc à bout de ces géants de bois ? C'est assez simple. Dès qu'une bactérie touche une plante un peu fragilisée, elle se déplace depuis son point d'entrée dans la plante jusqu'à la cime, en se laissant tout simplement porter par la sève. Mais elle peut également aller à contre-courant de la sève et s'installer dans le reste de l'organisme. La bactérie ne mesure qu'1 millième de millimètre, mais elle se multiplie dans les vaisseaux des arbres jusqu'à bloquer le passage de l'eau, privant ainsi l'organisme de cet élément vital. Et comment se déplace-t-elle d'arbre en arbre ? Comme on parle d'épidémie, nous sommes maintenant tous des experts en épidémie et on sait bien qu'il doit donc être question de contamination. Comme c'est souvent le cas pour les maladies touchant les végétaux, ce sont les insectes les coupables. Et ici, plus précisément, tous les insectes piqueurs-suceurs de sève brute. Donc c'est assez simple, les insectes qui se nourrissent en piquant dans l'écorce de l'arbre pour sucer de la sève. On estime que 51 espèces sont ainsi potentiellement vectrices. 51 espèces, c'est un nombre bien trop important pour imaginer pouvoir lutter contre tous ces potentiels vecteurs en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'une autre option avait été envisagée pour enrayer la contamination: le déboisement et la création de zones de quarantaine. Mais l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. La Xylella fastidiosa a été identifiée trop tardivement sur le continent européen. Elle s'était déjà trop répandue pour que ces moyens de lutte fonctionnent suffisamment. Et aujourd'hui, aucun moyen d'éradication n'existe. Il ne reste donc plus qu'une solution pour tenter de contrôler l'épidémie avant de trouver une réponse plus permanente à ce problème. Et cette solution, c'est l'épidémiosurveillance. Est-ce que cette notion vous semble un peu familière ? Probablement, et c'est normal. On le retrouve aujourd'hui dans de nombreux discours officiels, alors que les populations du monde entier, jusqu'alors confinées, commencent à pouvoir sortir plus librement de chez elles. Il est en effet important, dans ce cas, de savoir comment se déplace l'épidémie, combien d'organismes sont touchés et quelles en sont les tendances évolutives. Aujourd'hui, sur les 60 millions d'oliviers des Pouilles, un tiers se trouve dans des régions touchées. Mais les analyses indiquent que la Xylella gagne chaque année un peu plus de terrain et se déplace vers le nord du pays.
La majorité des cas se concentrent dans une bande de 140 km au sud de Bari. Et on ne dénombre que quelques cas isolés dans le reste de l'Europe. Cependant, les experts craignent une contamination sur l'ensemble de l'aire de répartition naturelle de l'olivier, c'est-à-dire sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. En effet, c'est là que les conditions climatiques propices à la culture de l'olivier existent et des conditions qui sont aussi parfaites pour le développement de la bactérie. Mais comme vous vous en doutez, cette surveillance ne suffit pas. Les scientifiques continuent de chercher un remède, puisque dans cette épidémie, on ne cherche pas un vaccin. Première option, la greffe d'espèces résistantes sur les arbres millénaires. C'est une piste prometteuse, mais on ne saura si elle est efficace que dans quelques années. Et c'est pourquoi d'autres se penchent sur une solution alternative, la recherche de variétés sauvages totalement immunes à la bactérie. En effet, la diversité génétique de l'olivier est très vaste, ce qui nous permet d'ailleurs de déguster des huiles très différentes. Il ne serait donc pas impossible de trouver une espèce qui, dans la nature, arrive déjà à faire face, seule, à cette nouvelle menace, une espèce, une variété d'olive que l'on pourrait cultiver à l'avenir. Espérons donc que ces recherches soient fructueuses rapidement pour sauver notre huile d'olive bien-aimée. Mais ce n'est malheureusement pas la seule menace à laquelle l'huile d'olive soit confrontée. Une autre, qui m'a un peu plus surpris, existe depuis de nombreuses années déjà. La contrefaçon. Et oui, l'huile d'olive est l'aliment le plus contrefait en Europe. Ces huiles contrefaites permettent de dégager des marges de bénéfices toujours plus importantes. Ainsi, certains commerçants n'hésitent pas à vendre sous l'appellation huile d'olive extra vierge des huiles d'olive rances qui ont été chauffées afin d'éliminer la mauvaise odeur. Ou ils vendent une huile d'olive d'origine contrôlée résultant en réalité d'un mélange d'huile douteuse. Ici aussi, les moyens de lutte ne sont pas encore parfaits. Des contrôles aléatoires sont conduits sur les différentes cargaisons d'huile. Le processus est assez simple, les équipes d'experts prélèvent l'huile transportée et vérifient qu'elle correspond bien à ce que le commerçant prétend vendre, grâce à des analyses chimiques. Ces analyses sont assez efficaces dans le cas de l'huile rance, mais comment vérifier l'origine de l'huile vendue? Ici, c'est la génétique qui pourrait bien apporter une solution. Les scientifiques développent actuellement une banque de données d'échantillons de produits alimentaires authentiques. Un peu surprenant peut-être. En effet, à quoi est-ce que le prélèvement de ces échantillons pourrait servir pour s'assurer d'avoir une huile d'olive de qualité dans nos salades? Eh bien, en réalité, c'est assez logique. En effet, l'ADN des aliments change suivant sa provenance. Ainsi, des olives cultivées en Espagne, en Grèce ou en Italie ne partageront pas le même profil génétique parce que ce dernier est influencé par les éléments chimiques présents dans l'environnement où chaque olive mûrit. Donc, grâce aux échantillons, nous disposerions d'une sorte de fiche d'identité génétique des différentes olives, suivant leur origine, ce qui permettrait par la suite d'identifier facilement et clairement les faussaires. En attendant, que faire pour vous protéger et vous assurer que l'huile d'olive que vous utilisez est bien une huile de qualité? Première piste, malheureusement, il n'existe pas vraiment de très bonne huile de très bon marché. À moins que vous n'ayez en contact avec un petit producteur qui vous fasse des prix absolument incroyables, auquel cas, n'hésitez surtout pas à partager votre secret avec moi, je suis plus que preneuse. Mais sinon, une huile très abordable ne sera probablement pas d'excellente qualité. Deuxième point, ne vous fiez pas à la couleur. L'huile d'olive est versatile. Sa couleur peut aller du jaune presque vert lumineux à un jaune bien plus foncé et presque terne. Et cela ne donne aucune indication sur la qualité du produit. Troisième point, comme pour le vin d'ailleurs, lisez toujours la contre-étiquette, celle qui se trouve à l'arrière de la bouteille. Vous pourrez par exemple trouver dans la plupart des cas la provenance de l'huile, et vous saurez s'il s'agit d'un mélange de plusieurs huiles ou non. Quatrième point,
quitte à paraître un peu snob, préférez l'huile vierge extra première pression à froid. Cette méthode d'extraction est moins violente pour l'olive, et il en va de l'olive comme de beaucoup de choses en cuisine. Plus on prend le temps de s'occuper de la matière première, plus cette dernière offre tous ses arômes. Vous obtenez donc ainsi une huile bien souvent plus parfumée. Et cinquième point, et peut-être le plus important, la meilleure huile d'olive au monde, c'est celle que vous préférez. N'hésitez donc pas à tester différentes marques ou des huiles produites par différents moulins. Faites des dégustations. Si vous avez la chance de vous promener dans une région productrice d'huile, par exemple, il y en a beaucoup en Europe, entrez dans les lieux de production armés de votre baguette, focaccia ou autre sorte de pain à tremper et laissez-vous guider par vos papilles. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Je vous remercie.